Alors, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Job Show. Donc aujourd'hui, on accueille Sixte et pour parler d'un domaine dont on n'a pas encore tant parlé que ça, qui est le domaine de l'hôtellerie et plus spécifiquement du développement des chaînes hôtelières. Bien, bonjour Sixte, comment vas-tu ? Merci beaucoup, ça va super, et vous ? Super. Très bien, tout va très bien. Est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu rapidement ? Ouais, absolument. Alors, je m'appelle Sixte, j'ai 27 ans, j'habite à Amsterdam. Je bosse dans l'hôtellerie depuis maintenant 4 ans. Ouais. Et c'est génial. Je vous parlerai après du développement qui est vraiment différent de l'opérationnel et qui est pour moi un job hyper intéressant. Ok. Et est-ce que tu peux commencer par nous expliquer un petit peu ton parcours, donc tes études, je crois que Nia m'a dit que t'étais à l'EHL, comment est-ce que t'en es arrivé là, les stages que t'as pu faire Ouais, exactement. Alors, je bougeais pas mal quand j'étais petit. J'ai fait mon premier stage, comme on a tous fait en troisième. Je l'ai fait dans un hôtel 5 étoiles. J'étais bagagiste et en fait, je me suis découvert une passion pour les bagages. Non, mais plus sérieusement, pour l'opérationnel en général, je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui est assez actif. Et donc, je me retrouvais vachement en fait dans les opérations d'un hôtel. Et j'ai voulu faire le HL en première année post-bac, mais j'ai eu des notes pourries au bac et donc je suis parti en Angleterre finalement pour faire un bachelor en business management, donc assez large. Et comme en Angleterre, les années, comme vous avez pu le voir, sont très courtes. On parle de septembre à avril. J'ai travaillé donc de mai à août, donc plus de 4 mois pendant 4 ans dans des stages opérationnels, donc dans des 4 étoiles, dans des 5 étoiles, au Club Med, dans des restos. Et après ces 3 ans, je me suis dit ok, il est peut-être temps de se professionnaliser dans l'hôtellerie. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un master à l'EHL et pas le bachelor. Et donc à l'inverse du bachelor à l'EHL qui est assez focus quand même opérationnel, le master c'est vraiment de la finance hôtelière pure. Et donc c'était un master qui m'a vraiment appris pas mal de choses, notamment dans la modélisation financière. Donc c'était un master sur 3 continents, donc Paris, Hong Kong et Houston. Trop stylé. Ouais, c'était ouf. Et donc sorti de là, en fait, je me suis dit mais pourquoi t'as fait tout ça pour au final bosser dans l'opérationnel? Je pense que pour travailler, si on veut être directeur d'hôtel, il faut commencer à travailler très jeune et avoir envie. On n'a pas besoin, pour moi, d'études pour bosser dans l'opérationnel. On apprend en marchant. Et donc je suis sorti donc de l'EHL. Je me suis dit pourquoi tu utilises pas un peu le nom EHL pour tenter un fonds d'investissement. L'environnement, je pensais qu'il me plairait bien. Donc j'ai travaillé à Genève pendant 6 mois. Dans un fonds d'investissement qui achetait de l'hôtellerie. Donc, on achetait des bâtiments et on signait des baux, comme toi, tu vas signer un bail pour ton appartement, pour des grandes chaînes hôtelières, style Oco Hotel, Hilton, Marriott, Citizen M et tout ça. Et donc, pour des investisseurs tiers. Et c'était un environnement qui était pour moi beaucoup trop analytique. Donc avant, je passais quand même d'un métier de bagagiste où je bougeais toute la journée à faire du modeling toute la journée sur Excel et ça me correspondait pas. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer à Paris. Et donc grâce à cette expérience en fond, j'ai pu justement décrocher un super job chez Comet Meetings. Donc qui se rapproche en fait de l'hôtellerie, mais c'est quand même axé bureau, donc c'est comme un hôtel, mais au lieu de vendre des chambres, on va vendre des salles de réunion à la journée pour LVMH, Chanel qui veut faire des off-site pendant toute une journée. J'allais dire moins sexy, mais en fait c'est quand même un peu sexy. C'est un peu sexy. En fait ça, t'as tout le service d'un hôtel, mais c'est de la salle de réunion en journée. On est fermé le soir, on est fermé le week-end. Et ça, tu dis que c'est de l'opérationnel pour toi ? Non, c'est pas de l'opérationnel parce que donc c'est à ce moment-là où j'ai vraiment divergé de la finance hôtelière. Donc, faut se rappeler que dans un fonds, on est avec des personnes. Leur objectif, c'est d'optimiser les rendements pour leurs investisseurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont signer un bâtiment, par exemple ce bâtiment-là, que dedans il y ait Oco Hotel, Hilton, Marriott, le Lutetia. Ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est un loyer, un rendement sur une durée déterminée. Alors que chez Comet, on était vraiment sur un produit qui est particulier. Et là, mon but, c'était d'aider l'équipe de management à trouver d'autres bâtiments où Comet pouvait s'implanter. Donc, quand je suis arrivé, on avait uniquement donc des bâtiments à Paris et à Bruxelles. Et l'objectif, c'était de trouver des immeubles avec des espaces extérieurs, des rooftops qui correspondaient au cahier des charges Comet.
Donc là, on rentre un peu dans des critères immobiliers, mais c'est-à-dire des hauteurs sous plafond qui font plus de 3 mètres, qu'on n'ait pas un alignement de poteaux parce qu'on doit faire des grandes salles de réunion pour des conférences, etc. C'est un peu plus concret. C'est beaucoup plus concret que d'être dans un fond où t'achètes des hôtels. Ouais, okay. Exactement. Et en fait, pourquoi je disais que en fait mon métier part de l'opération, parce que quand on visite des bâtiments, quand j'ai visité des immeubles pour Comet, comme j'étais dans l'opérationnel, tu peux voir tout de suite si ce bâtiment est compatible. Par exemple, tu fais une visite et tu vois qu'il y a des escaliers partout. Donc tu vas bien voir que les chariots pour la restauration, ils peuvent pas passer. Ça, quelqu'un qui a travaillé derrière son bureau toute la journée dans un fonds d'investissement, il aura pas ces réflexes-là. Ouais, ok. Donc c'est vraiment, pour moi, le développement, c'est une expertise. C'est vraiment le monde entre l'investissement pur et l'opérationnel. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui ait fait du terrain, mais en même temps, il y a beaucoup de back-office. On signe des baux qui sont long terme. On a des investissements qui sont assez lourds. Et donc justement, c'est vraiment un bon mix des deux familles. Voilà. Ok. Et du coup, avec tous ces stages, t'as décidé après d'aller dans un groupe d'hôtels. Ouais, qui est Conscious Group. Mon dernier stage, donc c'était en fond, et donc mon premier CDI, c'était à Paris. Donc je suis sorti de l'EHL en 2020. J'ai fait 6 mois de stage dans un fonds à Genève, et après j'ai signé mon premier CDI à Paris chez Comet, où je suis resté 2 ans et demi. Et donc c'était une expérience qui était géniale, j'ai vachement appris. Je me suis constitué un peu un réseau, et je reviendrai après sur à quel point le réseau dans nos métiers est très important. Ouais. Et donc grâce à ça, je voulais revenir dans mon âme d'enfance qui était l'hôtellerie, même si le bureau hôtelier est sympa. C'est pas l'hôtellerie, et donc j'ai eu l'opportunité de faire en fait le même poste que j'avais chez Comet, mais à Amsterdam, pour un groupe hôtelier néerlandais qui s'appelle le Conscious Group, pour développer 2 chaînes hôtelières dans les plus grandes capitales et les plus grandes villes européennes. Donc moi, je m'occupe principalement de la Belgique, France, Espagne, Portugal. Et l'objectif, voilà, c'est de développer cette chaîne. Donc c'est 2 chaînes. Donc on a le Conscious Group avec Conscious Hotel, qui est une de nos 2 marques. Okay. Notre point différenciant, c'est que on est sur de l'hôtellerie qui est très durable, très green, très sustainable. En d'autres termes, rester dans un Conscious Hotel ou un hôtel traditionnel, vous allez économiser 75% de votre empreinte carbone. On en parlera un peu après du côté durable. J'ai tellement de questions là. Ouais. Et donc voilà, donc je les ai rejoints en avril dernier, et donc je suis hyper content d'être à Amsterdam. C'est un environnement pour moi qui est super, et c'est surtout, je voulais parler anglais parce que j'ai étudié en Angleterre, ça me manquait un peu, mais je bosse beaucoup à Paris aussi, donc j'ai un peu les 2 mondes. Trop stylé. Et du coup, aujourd'hui, t'es Development and Acquisition Manager. Ouais, exactement. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, par exemple, chez Comet, j'étais uniquement Development Manager. Quand on parle de Development Manager, donc on va faire un développement qu'on appelle en asset light, c'est-à-dire qu'on va prendre à bail et investir dans des canapés, des fauteuils, etc. Alors que le Investment Manager, il va acheter de l'immobilier pour trouver un opérateur. C'est ça la différence, c'est-à-dire que nous, en tant qu'opérateur, on ne va pas acheter l'immobilier. Donc, on fait que du développement pur. Alors que là, chez Conscious, notre investisseur, donc l'investisseur, c'est un fonds de private equity qui a racheté le Conscious Group, et notre investisseur souhaiterait aussi acheter l'immobilier. Donc c'est pour ça que de temps en temps, j'ai la casquette de development manager quand on va uniquement signer un bail sur 20 ans et investir dans nos canapés, nos lits. Mais de temps en temps, comme un projet par exemple à Rotterdam de 220 chambres, où là, on va acheter tout le bâtiment. Et tu préfères quoi? C'est un peu les 2, c'est un peu similaire. Je préfère. C'est bien d'avoir une double casquette aussi. C'est bien, mais je préfère le côté development manager car on va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que quand on met 50 millions sur la table, on a tout un board, etc. On a des process qui sont beaucoup plus longs. Alors que quand on est sur de la prise à bail pure, c'est plus simple car il y a moins d'equity qui est engagé. Et donc, quels sont les principaux objectifs de ton poste? Alors mon objectif, donc par exemple, on va prendre l'exemple de l'hôtel Job Show, qui est un hôtel très podcastisé, qui marche très bien à Paris. Vous allez m'embaucher pour emmener la marque Job Show Hotel dans des villes et des capitales clés. En fonction de votre segment.
Voilà. Donc nous on vient d'un environnement qui est donc loisir et business, c'est-à-dire qu'on veut des villes où il y a un bon mix entre les deux. Par exemple, on n'ira pas à Saint-Tropez car c'est uniquement business. On ira moins à la Défense, enfin c'est uniquement loisir pardon. On ira moins à la Défense car c'est totalement business. Donc c'est des villes comme Paris, Madrid, Bruxelles, Barcelone, Porto, Lisbonne. Et donc mon objectif c'est de trouver des bâtiments qui correspondent à notre cahier des charges. Donc nous par exemple dans tous nos hôtels, on a des espaces F&B en pied d'immeuble qui soient sur la rue avec un café, avec un espace de restauration pour le petit déjeuner. Et donc mon but c'est de trouver les hôtels clés, faire la visite, voir si en fait notre cahier des charges correspond à cet immeuble. Et après je reviens dans mon bureau, je regarde les plans avec les archis, je passe en comité, je dis voilà on a trouvé le super hôtel Job Show à Madrid. Est-ce que vous validez? Et une fois que vous validez, bah là on signe un bail long terme et on va voir les banques pour lever de la dette. On lance le projet et moi je passe les clés une fois que le projet est signé aux équipes archi. C'est-à-dire que moi mon travail il s'arrête vraiment au moment à l'acquisition et après même s'ils ouvrent pas, c'est pas mon problème. Pas mal l'hôtel Job Show. Ouais. Très bien illustré avec l'hôtel Job Show. Franchement, j'ai bien compris. Mais plutôt bien Ritz pour l'hôtel Job Show. Voilà. Très cool. Ouais. Mais du coup, un peu, est-ce que t'as une journée type dans ton métier? Ouais, j'ai clairement une journée type. Parce que tu me disais tout à l'heure que tu bougeais quand même pas mal. Ça, c'est cool, en vrai. Ouais, je bougeais pas mal. Donc, encore une fois, le plus dur dans l'hôtellerie, c'est de construire un réseau. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes propriétaire d'un hôtel, ce que vous voulez, c'est de la rentabilité et de la sécurité. Donc, que vous en foutez un peu, que vous ayez un Hilton, Oco, Mama Shelter, ce que vous voulez, c'est un opérateur qui va durer dans le temps, qui va être capable de vendre son hôtel et payer son loyer. C'est-à-dire que moi, en tant qu'opérateur qui est international, on n'a pas encore d'hôtel en France, je me bats contre des chaînes françaises qui ont des fonds français. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus dur parce que pour un propriétaire d'hôtel, il va porter beaucoup de risques à lancer un nouvel opérateur sur le marché plutôt que de choisir un opérateur qui a déjà 15 hôtels dans Paris ou 50 en France. Donc, c'est vraiment ça, la difficulté de mon métier. La journée type, je dirais, donc je commence le matin, je fais quelques mails, quelques calls. J'ai beaucoup de visites. Donc par exemple, je visite des anciens immeubles de bureaux. Donc depuis la crise du Covid, on a des bureaux qui sont obsolètes. Et donc du coup, on a des critères dans l'hôtellerie qui sont plus simples que pour le bureau. On peut ouvrir un hôtel à Pantin assez facilement, alors que remplir un immeuble de 30 000 m² en bureau à Pantin, ça va être compliqué. Et c'est toi qui trouves les immeubles? Ouais. Donc t'as un côté aussi recherche un peu immobilière quand même. Exactement. Donc moi, je suis en charge du sourcing, des visites, de la négociation juridique avec le bailleur et de la passation avec les archis. C'est hyper complet en vrai. Ouais. Tu suis vraiment d'un projet du début à la fin, quoi. Du début à la fin. En fait, je sécurise le projet d'un point de vue financier et calendaire. Mais une fois que j'ai donné ça aux équipes archi, c'est eux qui ont la main sur le design et sur le recrutement des équipes, sur l'ouverture en soi. Ok, trop cool. Et du coup, tu nous as bien expliqué un peu, je trouve, les étapes clés vraiment. Pour d'un projet. Et du coup, Conscious Group, si on revient un peu sur ton groupe d'hôtels, c'est un groupe avec que des hôtels durables. Alors Conscious Hotel, ça a été fondé en fait en 2009. Notre CEO, il a fondé ça car en 2009, les hôtels green et les hôtels durables, c'était en fait des hôtels qui étaient pas très sexy, qui avaient des hôtels en carton, enfin des lits en carton. Mais c'est quoi du coup un hôtel green? Bah justement. Et donc du coup, ils voulaient ramener un concept lifestyle hôtelier, mais avec une dimension RSE qui soit très forte. Et donc du coup, ça passe par 3 dimensions. C'est le bâtiment lui-même. Donc on va chercher des bâtiments qui sont pas énergivores. La deuxième dimension, ça va être ce qu'on appelle dans l'hôtellerie les FF&I. Donc les FF&I, c'est dans un bâtiment, quand vous le retournez, tout ce qui tombe, c'est les FF&I. Donc c'est-à-dire ton lit, c'est-à-dire ton bureau. Donc c'est tout sauf les salles de bain et le système de climatisation, par exemple. Et donc ça, on va aller chercher justement des canapés qui soient sourcés localement. On va pas utiliser des usines chinoises, africaines ou américaines. On va sourcer aux Pays-Bas idéalement ou dans l'Union européenne. Et la troisième dimension, c'est la plus importante parce que, comme je vous l'ai dit, 75% de l'empreinte carbone d'un hôtelier passe par les opérations et pas par l'immeuble. En gros, tu peux avoir l'immeuble le plus green du monde. Si tu mets un opérateur qui utilise du plastique toute la journée et qui achète ses chaises sur Wish, ça ne marchera pas.
Donc, par nos opérations, on a développé toutes sortes de mesures. On a breveté un pommeau de douche particulier qui récupère l'eau. On a un système de LED. On va pas travailler, par exemple, avec Elis, qui est le fournisseur de tous les hôtels en France, mais on a un fournisseur qui a développé une technologie qui utilise 1/10 de l'eau pour nettoyer les draps, les serviettes, etc. Okay. Donc ça, mis bout à bout, on a un facteur de 1/4 sur l'empreinte carbone d'un hôtelier traditionnel. Ah, c'est ouf. Et du coup, ça se développe de plus en plus, les hôtels green. Ouais, exactement. Bah, il y a beaucoup de compétiteurs, non, sur le marché. Ouais, il y a pas mal de compétiteurs. Parce que ce qui est très marrant, c'est qu'il y a un peu de greenwashing depuis le Covid. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais en 2025, toutes les entreprises de plus de 250 employés vont devoir avoir un rapport CSRD. Payer une taxe, du coup. En fait, ils sont obligés de déclarer, par exemple, si KPMG fait un off-site à Marseille, ils vont devoir déclarer dans quel hôtel ils sont allés et leur empreinte carbone, en gros. Ah, ok. Et donc nous, on croit beaucoup en notre produit ouf. parce qu'on a un track record déjà depuis 2009. Donc on peut prouver que ça fait plus de 15 ans qu'on a fait ça. Et l'avantage, c'est de dire à KPMG, au lieu d'aller chez Mama Shelter, bien sûr, vous venez chez nous et nous, on vous envoie un rapport RSE de l'empreinte carbone que vous avez économisée et vous pouvez le mettre dans votre rapport annuel. Ah, c'est un peu du B2B. Vous fonctionnez pour B2B et B2C aussi. Alors okay. ouais, les deux, exactement. C'est cool. Ouais, c'est fou à quel point ce milieu se développe. Je n'avais aucune idée de tout ça. Genre, c'est impressionnant. C'est hyper intéressant mais voilà, c'est hyper compétitif, je pense, mais comme dans pas mal de métiers. Il faut savoir que les investisseurs, ils sont pas non plus très prêts à donner un premium, c'est-à-dire payer un peu moins de loyer ou les accompagner plus pour cet aspect green. Ah ouais, je pensais justement à l'inverse que du coup les investisseurs étaient plus enclins à justement investir dans des hôtels green, etc. Alors ça commence, c'est mieux qu'avant, mais on parle des montants qui sont assez importants. Alors on va avoir des fonds qui sont labellisés très green. Alors eux, c'est vraiment notre cible pour nous. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en France, on est plus sur un peu des pratiques green qui sont moins avancées qu'aux Pays-Bas. Et c'est vrai qu'aux Pays-Bas, voilà, ils sont très avancés sur ces pratiques, donc on essaie d'éduquer le marché, mais on est convaincu dans les années à venir, il y aura une prise de conscience. Du coup, c'est quoi un peu les grands défis dans l'hôtellerie pour développer des hôtels plus durables? Pensez que ça va marcher, qu'il va y avoir une expansion d'hôtels green? Enfin, si vous êtes convaincu que sur le marché, il faut. Ouais. Alors en fait, il y a plusieurs types de développement. Il y a l'hôtel à côté qui a un 2 étoiles qui performe pas. Qu'on appelle ça une conversion. Donc on va le prendre, on va le rebrander, on va le monter en gamme, mais on va pas pouvoir changer le bâtiment en soi. Non. Mais grâce à nos opérations, on va le rendre beaucoup plus green. Donc grâce au lit, grâce aux lampes, grâce au canapé, grâce aux lampes et surtout grâce à l'usage quotidien, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, etc. Mais par contre, ce qu'on voit, et là, c'est dans ce genre de projet où nous, on a une vraie valeur ajoutée, c'est sur les nouveaux développements. Donc on parle de nouveaux développements, c'est-à-dire qu'on part d'un champ, parce qu'on part de rien. Et donc ça existe encore, ça? Ça existe encore. Par exemple, pour les JO, on a pas mal construit à Saint-Denis. Donc en Île-de-France, il y a aussi des pôles. À Bordeaux aussi, il y a beaucoup de projets qui sortent de terre. Donc pour ces projets-là, comme c'est des nouveaux projets, il y a une dimension green qui est déjà très embarquée. Ouais, bien sûr. Et c'est sur ces projets-là, on va avoir le plus de chances d'être compétitif par rapport à un hôtel qui est existant où notre impact sera moindre. Et vous avez envie de vous implanter un peu en France, du coup? Exactement. Donc les villes cibles à l'heure actuelle, donc c'est Paris, Lille, Bordeaux, Nice et Marseille. Ok. Donc on est hyper content. On a signé 2 belles exclusivités à Paris et à Bordeaux. Et donc on a hâte d'arriver sur le marché français, mais bon, c'est pas fait encore et le chemin est encore long. Ouais, parce qu'en France, c'est plutôt des vieux hôtels traditionnels, justement. Ah, exactement. En fait, on appelle en France les papa-mama hôtels. C'est-à-dire que vous avez une barrière fiscale en France quand les familles, les particuliers détiennent des hôtels. Et donc, c'est pour ces raisons qu'on a beaucoup d'hôteliers indépendants, surtout à Paris, qui ont des petits hôtels et qui, justement, veulent les garder. Donc, moi, mon objectif, c'est d'aller les voir, dire, donne-moi la gestion de ton hôtel, je te paye un loyer et en plus, j'investis dans ton bâtiment pour le rendre plus efficient et moins énergivore. Ok, donc plus attractif en fait. Exactement. Ok, c'est ouf. Ah, marrant. Et donc toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que... Et de l'autre sens, qu'est-ce que t'aimes le moins aussi? Ce que j'aime le plus dans mon métier, je suis quelqu'un d'hyper sociable et donc l'avantage c'est que je rencontre beaucoup de personnes, j'ai la chance d'aller dans des villes cibles, c'est un métier de terrain, donc c'est pas derrière son bureau qu'on reçoit les meilleurs deals. Les meilleurs deals, on les a quand on rencontre les personnes, donc c'est des brokers indépendants et donc faut les voir, faut prendre des cafés, faut devenir
faut devenir ami avec eux en fait tout simplement. On a également beaucoup de salons d'hôtellerie, donc par exemple là je vais à Berlin, je vais à Cannes, à Munich, donc pour vraiment promouvoir notre groupe et montrer notre vraie valeur ajoutée. Donc ça c'est vraiment la partie qui me plaît le plus. La partie je dirais qui me plaît le moins, c'est d'avoir un alignement avec forcément nos investisseurs. Il faut tous être autour de la table. C'est-à-dire que quand on connaît le marché, par exemple Bordeaux, c'est la France, on connaît bien, et quand on est convaincu d'une localisation, il faut vraiment prouver par A plus B à ton investisseur qu'il n'y a pas trop de concurrents, que le marché va pas s'effondrer. C'est un côté plus administratif qui te plaît moins, je pense. Donc c'est hyper, en fait, c'est pas parce que tu as une conviction et que tu as de la data pour prouver que c'est un hôtel qui va être rentable que ton board va dire OK, on y va. Ouais. Et donc c'est la négociation, après ça fait partie du taf aussi. Exactement. Et pour vous donner un ordre de grandeur, pour 100 projets présentés en comité, il y en a un qui passe. Ah oui. Ouais. Donc c'est ça, plus ou moins, il y a entre 1 à 2% de taux de conversion dans nos métiers. Donc t'as un taf de dingue avant et en fait qui sert pas forcément à grand chose. Alors par contre, avant d'aller plus loin, on valide. C'est-à-dire que sur 100 deals, je vais en filtrer peut-être 40. Okay. On va en pousser 40 vraiment au comité, et sur ces 40, il y en a un ou deux qui passent. C'est ouf. Ouais. Oh wow. Tout le travail investi. C'est ça, exactement. Dur labeur. Justement, en parlant d'investissement, est-ce que tu as le droit un peu de nous donner une fourchette de ton salaire? Ouais. Je pense que si quelqu'un souhaite se lancer dans le développement, c'est un métier au tout début qui ne paye pas forcément. La finance immobilière. VS la finance. En fait, quand j'étais à Genève en stage, j'étais mieux payé que maintenant, par exemple. Oui. Ouais, ça, ouais. Mais après, c'est un choix. Un développeur qui est complet, c'est un développeur qui aura signé des hôtels dans plusieurs localisations dans toute l'Europe. Et donc du coup, c'est un métier de réseau. C'est-à-dire qu'il faut voir le truc comme un investissement, c'est-à-dire que les places sont très chères. Dans chaque chaîne, vous allez avoir un développeur. Donc par exemple, pour Accor, tu dois avoir peut-être 6-7 développeurs. Ah, c'est ouf. Ouais. Et t'as envie d'être le développeur. Ouais, donc en fait, c'est une place qui est très chère. Donc en fait, pour moi, avant 30 ans, il faut vraiment essayer donc de se faire un réseau. Et si une entreprise te donne l'opportunité de rencontrer des personnes, d'aller dans ces événements, de rencontrer des brokers, après tu pourras justifier ton salaire. Donc en sortant, mon premier job en tant que développeur, à la fin j'étais à 50K. Okay. Et là, à Amsterdam, donc je suis entre 60 et 80 en fonction des primes. Donc on a des primes qui sont discrétionnaires et on a des primes où on est incentivé par deal. Donc par exemple, 150 € par chambre signée ou autre. Oh, pas mal. Ok, donc t'as un variable quand même qui peut être assez important. T'as un variable qui est cool et surtout je vous conseille Amsterdam parce qu'il y a un abattement fiscal aussi. Et donc du coup, à salaire équivalent, t'as un net qui est totalement différent qu'en France. Et c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à y aller. Pour l'instant, tu dois rester à Amsterdam. Ouais, je me vois rester à Amsterdam 5 ans. L'objectif, c'est de dire à mon prochain employeur, écoute, j'ai ramené Conscious. On était une chaîne hôtelière uniquement basée à Amsterdam. Bien sûr. On a signé Paris, Madrid, Barcelone. Et du coup, tu peux après prétendre, je connais des développeurs à 31, 32 ans. Ils sont à 150K sans problème, hors variable. Okay. Mais parce qu'ils ont eu un track record et parce qu'ils ont pu justement montrer ce qu'ils ont fait ces 5 dernières années. Mais t'as raison, quand tu dis que t'investis sur toi, même si tu gagnes pas forcément des 1000 et des 100 au début, t'investis sur toi, tu dis que pendant 5 ans tu restes là et tu fais ton bout de chemin pour après décoller, quoi. Exactement. Après, je pense que il y a un moment, enfin, j'aurais jamais accepté le taf à Amsterdam s'il me proposait 50 ou 55. Oui. Il y a un minimum, je pense, à avoir. Mais en tout cas, dans nos métiers, c'est tellement important. En fait, je préfère être dans une entreprise qui va moins te payer, mais qui va te donner l'opportunité d'aller dans tous ces salons et de rencontrer tous ces investisseurs, parce qu'en fait, tu te vends, en fait, plutôt que d'être dans un environnement où tu es mieux payé, mais où les deals, ils passent pas en comité, et où t'es derrière ton bureau et t'arrives pas à exploser, quoi. Voilà. Mais là, il y a tellement je pense, une porte ouverte sur le marché de l'hôtellerie durable, c'est ça qui doit être ouf pour vous. Ouais, il doit y avoir un côté excitant où en mode, bon, il y a pas 150 000 concurrents, on est nouveau, on peut vraiment s'éclater, quoi. Ouais, exactement. Mais ce qui est très compliqué, c'est que tu as beaucoup de promoteurs. Donc un promoteur, c'est une entreprise qui va racheter un terrain, qui va aller voir la mairie, qui va déposer un permis de construire, qui va signer un bail avec un opérateur hôtelier et qui va vendre le tout à un investisseur. Et ces promoteurs-là, on est très amis avec eux parce qu'on va voir la mairie de Paris et on va présenter
justement le produit qu'on suit. Il faut faire très attention parce que le promoteur, il peut te présenter avec la mairie, faire ton projet et en fait signer avec un autre opérateur derrière. Donc c'est aussi, faut aussi savoir se sécuriser et pas se faire avoir. Ça, c'est trop cool comme métier. En vrai, je connaissais pas du tout. Et justement, pour les jeunes qui nous écoutent et qui veulent un peu se lancer dans l'hôtellerie, quels conseils tu pourrais leur donner? Moi, je pense qu'il faut bosser en OP. Je pense que c'est les développeurs les plus talentueux du marché, c'est ceux qui ont commencé par les opérations. Les plus gros développeurs, c'est des anciens directeurs d'hôtel. Très simplement, parce qu'ils connaissent très bien le marché, ils connaissent très bien l'opération, et au final, le financier, il vient après. C'est-à-dire, ce qui est compliqué, c'est de voir l'hôtel qui va vraiment correspondre à un produit, à une marque, dans une localisation précise. Et c'est pour ça que les directeurs d'hôtel, ils ont vraiment une vue à 360 sur ces sujets-là. Ok. Ouais, tout est clair, je trouve. Ouais, tout est clair. Enfin, c'était un métier qu'on connaissait pas du tout, un milieu même qu'on connaissait pas du tout, donc c'est trop cool. Et je trouve que t'as hyper bien expliqué, on arrive vraiment à cadrer ton métier. Et justement, je trouve que c'est hyper cool d'avoir une aussi grande étendue, une vaste étendue pour pouvoir se lancer. Vous êtes sur le secteur durable. Je pense qu'il y a tellement de choses à faire et ça mélange beaucoup de choses. Même pour finance, les jeunes, hôtellerie, environnement. Et même pour les jeunes qui nous écoutent, qui sont un peu perdus dans le milieu de l'hôtellerie. Je pense qu'il y a un grand truc à faire là-dedans. En plus, t'éclater, donc c'est trop cool. Non, c'est hyper excitant et je pousse tout le monde vraiment à. Et c'est un métier hyper complet. S'ils arrivent à trouver un poste, et ça peut pas forcément être dans l'hôtellerie, c'est-à-dire que par exemple il y a du co-living. Il y a du bureau opéré, il y a plein d'assets classes qui sont différents. Donc tu peux faire ça pour Monoprix, tu peux faire ça pour une chaîne hôtelière, tu peux faire ça pour du bureau, tu peux faire ça pour Frishti. Enfin tu vois, c'est la même logique. Être développeur du coup. Voilà. C'est un beau métier. En tout cas, merci beaucoup Sixte. C'était très très intéressant. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Bon courage au Job Show. Et à bientôt pour le Job Show Hôtel quand même. Le Job Show Hôtel à Amsterdam. On t'appellera. T'auras une chambre gratuite. Il y aura 2 chambres d'abord. Après on verra. Merci beaucoup Sixte. Salut, ciao. Salut.